Il symbolise la réussite sociale et morale. Chaque famille rêve d'en avoir au moins un en son sein. Dans la conception populaire et pas qu'en Afrique, ils sont l'un des modèles de réussite. Il faut reconnaître qu'accepter de consacrer sa vie à aider les autres, à venir en aide aux malades, à ceux qui sont en fragilité, être le recours pour tous au moment le plus délicat, c'est très louable. C'est à saluer. Cela force le respect. Cela relève même du sacerdoce. C'est pourquoi il est particulièrement difficile de porter un jugement sur eux, de les critiquer, de juger leur travail. Leurs paroles comptent plus que celles de tous les autres. C'est justement parce qu'ils sont si importants, si déterminants, parce qu'ils occupent une place centrale dans nos vies, qu'il devient aujourd'hui urgent de parler de leur travail. Mais surtout, d'évoquer les dérives que l'on constate de plus en plus dans leur corps de métier chez nous en Afrique. De mettre le doigt sur le travestissement, sur le désordre qui gangrène ce métier ô combien vital. C'est devenu tellement récurrent qu'il devient complice de continuer de se taire sur les multiples pratiques non professionnelles, les innombrables bavures médicales qui se multiplient dans nos pays subsahariens. Doit-on se taire lorsqu'un médecin chargé de vous opérer pour enlever le rein cancéreux droit vous extrait plutôt celui sain de gauche, vous condamnant de fait à une mort certaine? Rend-on service à la société lorsque l'on met sur le compte de la malchance ou de la volonté de Dieu la mort d'un jeune garçon à qui le médecin mercantile a imposé aux parents une opération avec anesthésie générale qui n'était pourtant pas nécessaire simplement parce qu'il voulait se faire un peu plus d'argent? Ça, j'en ai vu. Et c'est vraiment regrettable. De nombreux patients qui auraient pu ne même pas être opérés, à qui on proposait des opérations et qui finalement n'en avaient pas besoin. Et souvent, avaient des complications qui parfois devaient être fatales pour des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Tout simplement parce que la motivation n'était pas de rendre service à ce patient, mais c'était de pouvoir s'enrichir. Lorsqu'un gars a sa réunion le dimanche, le samedi, il monte à la gare. Que non, il faut que je trouve l'argent de ma réunion. Quand vous arrivez, il dit non, vraiment, il faut opérer. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité qu'il faut dénoncer pour éviter la gangrène. Vous devez avoir le courage, le geste citoyen d'en parler. Nous vous offrons une opportunité de réagir sur la question dans le thermomètre santé que vous propose Mansa sur son site. Qui n'a pas dans sa famille ou parmi ses proches les victimes des bavures médicales les plus absurdes? Des enfants, des jeunes morts, parce que l'on n'a pas fait le bon diagnostic. Des êtres chers disparus parce que le médecin a pratiqué sur eux des actes qu'il ne maîtrisait pas. Moi, j'ai déjà assisté à plusieurs opérations fictives. Vous savez que vous arrivez à l'hôpital, non, vous dites, bon, vous avez l'hépatite, non, vous avez une appendicite. Il faut 200 000 pour l'opération. Si vous ne le faites pas très vite, vous risquez de mourir dans les heures qui suivent. Vous vous battez donc pour que la famille essaie de trouver l'argent. Vous prenez l'argent, vous donnez, on vous amène au bloc, on fait une incision, après on referme et puis on renvoie en salle. Moi, j'ai assisté à ça plusieurs fois. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? On ne se rend pas service en se taisant pour protéger la dignité, l'image, l'honneur de l'ensemble des médecins, ou par peur de représailles. C'est en évoquant sans complaisance, sans passion les travers, les déviances que l'on constate dans leur pratique que l'on réhabilitera ce corps des métiers et le secteur de la santé en général. En réalité, qu'avons-nous de plus précieux que la santé? Si vous n'avez pas la santé, vous n'avez pas de l'éducation, vous n'avez pas tout ce qui suit. Vous n'avez pas d'économie. À Mansa, dans notre pure tradition, nous avons décidé d'en parler. Pas seulement pour dénoncer, non. Pour faire un diagnostic, dresser un état des lieux et proposer ensuite des solutions. Et c'est aussi l'occasion pour vous d'enrichir ce travail en réagissant, en participant à notre thermomètre santé, un espace de partage à la fois des idées mais d'expériences auxquelles nous vous convions. Ceci n'est pas un réquisitoire contre les médecins en particulier et les professionnels de santé en général. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire que lorsque l'on entre dans un de nos hôpitaux en Afrique, c'est toujours le cœur serré parce que tant de drames se jouent dans ce lieu. D'une simple grippe, on peut repartir les pieds devant, sans avoir le temps de comprendre. Comme ce diabétique, venu de lui-même pour un pansement après un banal accident de la route, décédé 1 heure après parce que le médecin-chef de la clinique a eu la brillante idée de lui mettre une perfusion de glucosé pour pouvoir gonfler la facture, sans jamais lui poser la question de savoir ses antécédents ou ses allergies. Il en est mort. Dans la nuit du 16 octobre 2023, à 20h30, Aïcha, âgée de 27 ans,
est au terme de sa 3e grossesse. Tout est prêt pour accueillir son futur bébé dans la famille. Elle ressent les premières contractions et sait, parce qu'elle en a désormais l'habitude, que le moment est venu de se rendre à la maternité de son quartier pour l'accouchement. Accompagnée de son époux, elle s'y rend avec à la fois un sentiment de joie de découvrir son bébé et une pointe d'inquiétude parce qu'elle sait qu'un accouchement, c'est la guerre des femmes, avec tous ses risques, comme on dit en Afrique. Dès son arrivée dans cette maternité de proximité, le diagnostic d'un accouchement à risque est posé. Elle est donc aussitôt orientée vers le service des urgences du plus grand hôpital de la ville pour une prise en charge appropriée. Dans ce 2e hôpital, le premier diagnostic est confirmé. On lui prescrit une ordonnance pour aller acheter les médicaments nécessaires à sa prise en charge. Son époux est obligé de l'abandonner à l'hôpital pour aller acheter les médicaments dans l'une des pharmacies de garde de nuit. Entre-temps, le cas d'Aïcha s'est aggravé. Se sentant affaiblie, elle pousse des cris de détresse. « Donc vous allez me laisser mourir, donc vous allez me laisser mourir », répète-t-elle à plusieurs reprises face à l'indifférence du personnel médical. À 3 heures du matin, Aïcha décède peu de temps seulement avant le retour de son époux qui a enfin pu trouver les médicaments qui lui ont coûté la somme de 50 000 francs CFA. Le médecin doit prescrire quelque chose qui se trouve à l'hôpital. Mais on va vous donner une ordonnance à 22 heures. Le garde malade, ce n'est pas lui qui a de l'argent. Le financier, parce qu'on est dans un état où il n'y a pas la CSU jusque-là. Donc le financier est ailleurs. Donc le malade n'aura pas son médicament ce jour-là. Il faut attendre peut-être le lendemain. Or, c'est un médicament essentiel, utile. Le malade va mourir. Ou alors, d'ailleurs même, quand on a finalement amené les médicaments, c'est déjà tellement tard que finalement le médicament n'est pas utilisé. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi dans quasiment tous les hôpitaux du Cameroun, si ce n'est tous les hôpitaux du Cameroun, 80% des prescriptions des médicaments sont achetés dans des pharmacies à l'extérieur. Oh, vous êtes malade, vous êtes même en réanimation. Dans une réanimation au Cameroun, le médecin vous prescrit quand même des médicaments qu'il fallait acheter. Alors que l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital est censée avoir les médicaments essentiels. Comme Aïcha en Afrique subsaharienne, toutes les 3 minutes, c'est une mère qui meurt en couche. Et toutes les minutes, c'est 5 enfants âgés de moins de 5 ans qui meurent. Oui, pour 50 000 francs CFA et le manque d'éthique et de déontologie professionnelle, Aïcha et son bébé sont morts, laissant derrière elle 2 orphelins. Alors que notre élite en Afrique subsaharienne dépense chaque année, tenez-vous bien, l'équivalent de 7 hôpitaux de référence pour se soigner à l'étranger par les évacuations sanitaires, contribuant ainsi au développement de l'économie et du système de santé des autres pays, au détriment de leur propre nation et de leur propre population. Cette histoire d'Aïcha est réelle et vécue par notre docteur Roger Moyomogo. Mais ce type de tragédie, vous en avez certainement écouté des centaines, voire des milliers d'autres dans votre entourage, tant ces drames de notre temps sont récurrents. Souvenez-vous cette histoire de cette autre femme enceinte éventrée devant la maternité d'un hôpital du Cameroun, l'hôpital Lakintini qui m'a vu naître il y a une 60aine d'années. Monique Koumatekel, 31 ans, est sur le point d'accoucher et les choses se présentent mal. Elle est conduite dans des conditions dantesques à l'hôpital Lakintini à Douala au Cameroun. Plusieurs membres de la famille l'y accompagnent. Et Rose les rejoint en moto-taxi. Commence alors une véritable partie de ping-pong entre les différents services hospitaliers. Première étape, les urgences. Logique. Allongée sur la banquette arrière du taxi, Monique Koumatekel semble inconsciente. Mais elle est enceinte. Alors c'est du ressort de la maternité. Elle y est envoyée par un concours de circonstances rocambolesques, une funeste méprise. Elle est conduite plutôt à la morgue, avant qu'elle ne soit redirigée ensuite à la maternité. Ici, comme de tradition, dans de nombreuses maternités, pourtant à large majorité féminine, l'accueil du personnel médical est glacial. On déclare Monique sans l'avoir examinée morte et on les renvoie à la morgue. En l'absence de certificat de décès, la morgue ne peut les accueillir. L'employé de la morgue s'étonne qu'on veuille y installer une femme enceinte dont le fœtus donne visiblement encore des signes de vie. Sa place est normalement à la maternité. La famille y retourne. Nouvelle supplique adressée au personnel. Nouveau refus au motif, cette fois, que l'unique bloc opératoire du service est déjà occupé.
Rose Taquet ne peut contenir sa colère à l'évocation de cette infirmière, insinuant qu'elle tente peut-être de maquiller un crime et lui intimant l'ordre de quitter les lieux avec ses bêtises. Ce n'est pas la première fois qu'une femme meurt avec un fœtus dans le ventre, dit-elle cyniquement. À ce moment, germe dans l'esprit des bateaux qui se sont multipliés l'idée de faire sortir ces enfants qui semblent encore vivants et qui remuent dans le ventre de la défunte. Manque d'oxygène certainement. On envisage même l'usage d'un simple couteau pour ouvrir rapidement son ventre. Il est même question, dans la panique, de mettre à contribution l'employé de la morgue. Mais il se déclare incompétent. Il va néanmoins suggérer l'utilisation d'un bistouri qu'ils vont prestement acheter à la pharmacie de l'hôpital pour la modique somme de 200 francs CFA, 30 centimes d'euros. Elle achète également une paire de gants. Rose a choisi de pratiquer son opération devant les portes closes de la maternité, au cas où le nouveau-né aurait eu besoin d'oxygène, dit-elle. Oui, Monique est éventrée devant des badauds, mais également les infirmières hilars qui sortent leur portable pour filmer cette scène. Les deux enfants ne vont pas survivre à cette opération du désespoir. La Quintini est le deuxième plus grand hôpital du Cameroun après l'hôpital central de Yaoundé. Ironie du calendrier, le drame s'est joué moins d'un mois après l'inauguration, le 22 février, de la maternité Ashanti-Diamant entièrement rénovée, présentée par le ministre de la Santé comme une unité de pointe destinée à faciliter la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. Elle devait permettre de réduire les mortalités infantiles et maternelles qui restent très élevées au Cameroun. En moyenne, 700 femmes sur 100 000 meurent en couche et 100 bébés sur 1000 décèdent à la naissance. Tous ces deux drames, loin d'être exhaustifs, illustrent jusqu'à la caricature la pratique dans nos hôpitaux. On ne peut pas être soignant si on n'a pas, au fond de soi, ce trait d'humanisme qui fait qu'on se met à la position de l'autre. Je tombe dans un hôpital public qui s'est clochardisé lui-même et où malheureusement la pauvreté a élu domicile et où chaque personne, de l'administratif à l'infirmier, de l'infirmier au médecin, arrive et a privatisé le petit espace dont il a le pouvoir. J'arrive dans une jungle en fait, très malheureusement. C'est dur à dire, j'aurais voulu ne pas le dire, mais c'est malheureusement la vérité. Quand on va aujourd'hui en Afrique avec, dans nos différents voyages que nous avons sur le continent, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un pessimisme ambiant auprès des professionnels de santé. La sérénité n'habite vraiment pas ses centres. La santé, elle est importante. La santé d'un peuple, la santé de la jeunesse, c'est l'avenir. Tout le monde le dit, tout le monde en est conscient. C'est vrai, quand on se salue, la première chose, c'est comment tu vas. Mais la réponse à comment tu vas, elle est quasi la même dans la plupart de nos pays d'Afrique subsaharienne. Ça va très bien grâce à Dieu. On remet encore tout entre les mains de Dieu, comme si nous, on se dédouanait facilement. On se tourne vers Dieu. On se dédouane parce que le médecin africain n'inspire plus tellement confiance, tant il s'est compromis, tant il multiplie les bavures. Il y a des problèmes, il faut avoir le courage de les dénoncer. L'argent a corrompu l'espace, c'est exact. Et très malheureusement, les gens se sont laissés aller et l'indiscipline a eu lieu domicile. J'hérite des dossiers, y compris dans la gouvernance la plus élevée, qui font honte, des choses que des médecins n'auraient jamais dû faire. Mais c'est malheureusement ça la situation. De nombreux médecins, devant un chaos généralisé, sont devenus de vrais mercenaires qui voient surtout dans le patient un client qu'il faut saigner, qu'il faut plumer. Je dois vous dire que le Congo n'échappe pas à ce phénomène des médecins pour survivre. Il n'y a pas d'autre raison. Ils font parfois des opérations qui n'ont aucun besoin d'être pratiquées. Et avec en cela qu'on a peu de procès contre la médecine commerçante, etc., ben écoutez, ça permet à certains jeunes véreux de faire parfois du n'importe quoi. Il y a des collègues médecins qui sont généralistes et chacun d'eux a au moins 6 cachets. Il a le cachet où il est neurologue, il a le cachet où il est gynécologue, il a le cachet où il est pédiatre, il a le cachet où il est ophtalmologue, en fonction du patient qui vient. Et du coup, il consulte à 10 000. Dès que la consultation finit, il vous donne un diagnostic très compliqué. Vous avez le syndrome de Munchausen. Le stress commence. Mais le syndrome de Munchausen, c'est encore quoi? Il dit que pour confirmer le diagnostic, il faudrait qu'on fasse un examen. Mais on ne fait pas l'examen ici. Le seul endroit où on fait cet examen, c'est à Yaoundé, au centre Pasteur. Mais pour ne pas vous compliquer la tâche, on a un service d'acheminement des échantillons. Donc on va vous prélever, on va faire analyser là-bas, et puis vous aurez les résultats sous une semaine. Vous êtes dans la détresse. On vient de vous donner un diagnostic, vous n'avez jamais entendu le nom là quelque part.
Vous demandez, doc, l'examen c'est combien? On vous dit c'est 50 000. Quand vous payez 50 000, ils ont une infirmière qui vous prélève. Et dès qu'on vous prélève, ils ont les faux imprimés du centre Pasteur, les faux cachets, les faux reçus. On vous fait un faux résultat et on vous donne une semaine après. Moi, j'ai vu plusieurs fois des patients, des professionnels. Au début, c'était un peu choquant de voir que face à un patient, ce qui compte, c'est d'abord ce qu'il va en gagner. Et là, on n'est vraiment plus dans la médecine. On est dans une autre dimension de rapport entre le professionnel et là, on va dire plutôt un client qu'un patient. Parlons de la RDC, qui est mon pays aujourd'hui. Le médecin est totalement sous-payé, ce qui fait de lui, finalement, un commerçant. Un des vrais problèmes de la santé en Afrique, ce n'est pas le matériel, c'est même pas une question d'argent, c'est d'abord et avant tout une conscience et une éthique de la part des professionnels de santé. La place de l'argent est vicieuse et elle perturbe tous les rapports. Figurez-vous que certaines de ces opérations chirurgicales non justifiées ont entraîné des décès, simplement parce que le médecin voulait se faire un peu plus d'argent. Comme cette dame à Niamey qui a mal au pied, qui va sans béquille sur ses deux jambes voir le médecin qui lui propose une infiltration, sans examen préalable, une décision sans appel. Il faut dire qu'ici, au sud du Sahara, le choix du médecin ne se discute pas. Il sait forcément ce qu'il fait. Le patient qui ose l'interroger est le plus souvent rabroué. « Vous voulez m'apprendre mon travail ?» dit-on. Parmi les qualités humaines du médecin, c'est savoir se remettre en cause, savoir être humble. Qui oserait mettre en doute le savoir, la science du médecin au regard des années d'études qu'il a fait? On se plie au diagnostic et au choix de son médecin. C'est ce qu'a fait cette dame qui souffrait simplement d'arthrose. Un jour après son infiltration faite tambour battant, sans examen préalable, la dame mourait dans des douleurs atroces. Et bien sûr, comme de tradition, la famille évoque la volonté du bon Dieu et s'en remet à sa décision. Le médecin n'est jamais interrogé sur les raisons de la disparition du proche. Dieu a décidé que c'est ainsi que le proche allait partir. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, ce qui se passe ici, nous avons ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est quoi? On part du principe que si on vous découvre une maladie cancéreuse, c'est grave. C'est très grave. Et si on ne veut pas de perte de chance, il faut que tout soit précis. Et quand on dit précis, c'est probablement relu une deuxième fois. Sans que cela ne soit dans l'intention de froisser le premier expert. Donc tous les examens qui sont faits dans cette situation, nous avons des réunions hebdomadaires où nous nous remettons avec un radiologue. Le médecin dans l'environnement subsaharien joue d'une impunité totale. Le médecin véreux, la brebis galeuse, peut faire ce qu'elle veut en toute impunité. Pour ce qui me concerne, pour avoir été dans plusieurs pays en Afrique, au Congo, au Rwanda, au Tchad, au Cameroun, pour ne citer que ces exemples, je pense qu'on devrait, à un moment donné, envisager, penser à probablement une réorganisation et une responsabilisation des malades et des soignants. Parce qu'il n'y a pas de compte rendu, il ne rend pas de compte à une société qui lui demande de ce compte. Donc, comme il ne rend pas de compte à la société où il ne pense pas qu'il doit le faire, il se sent quasiment imbu de tous ses pouvoirs. Il a presque l'impression qu'il n'a de compte à rendre qu'à lui et à Dieu, alors que c'est au patient et à la société qu'il doit rendre des comptes. Si il y a un cadre dans lequel il peut évoluer avec le sentiment qu'il doit rendre des comptes à ses patients et à la société, je vous garantis que tous ces actes et ces gestes seront bien mesurés et pesés parce qu'il y a ce compte à rendre aux patients et à la société et sa déontologie se fera naturellement et l'éthique et la conscience professionnelle accompagnera ces actes. On ne peut pas exercer dignement, on ne peut pas exercer déontologiquement sans avoir comme si on n'avait pas de compte à rendre. On a mené une étude qui montre que plus de 45% des césariennes qu'on fait aux femmes qui sont enceintes ne servent à rien. Moi, je parle de... Parce que quand on parle, vous avez l'impression que c'est dans l'espace et que ça ne vous concerne pas.
Vous arrivez à l'hôpital, vous êtes enceinte, vous pouvez accoucher par voie basse, mais on essaye de trouver des raisons pour que vous passiez à la césarienne. Parce que ça fait en sorte que le médecin a des quotas à chaque fois qu'on vous opère et que l'hôpital fasse plus d'entrées. On a eu affaire à des praticiens qui étaient vraiment très consciencieux. C'est peut-être un cas très particulier, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, où les choses se sont vraiment bien passées. On a gardé même de très bons contacts avec ces praticiens. Comme quoi, dans tout cet écosystème-là, il y en a qui restent très professionnels et très sérieux dans ce qu'ils font. Je pense que dans l'immense majorité des cas, nous avons des soignants consciencieux. Nous avons des soignants qui ont des pratiques déontologiques et ce qui est toujours remis un petit peu, à mon sens, en avant, mais qu'il faudrait combattre, c'est ces gens qu'on appelle couramment des brebis galeux dans des troupeaux. Certainement. Ils sont un certain nombre, malgré le manque de moyens, malgré l'absence de plateau technique de qualité, à opérer des miracles dans des conditions dantesques, dans des cadres lunaires. Avec presque rien, ils sauvent des vies, laissant même souvent admiratifs leurs collègues occidentaux. Ici, il n'y a ni scanner, ni radio. C'est avec son seul stéthoscope qu'il peut faire un diagnostic. L'abdomen n'a rien. C'est un hémothorax. La rate qui est là. En quelques palpations, le médecin est sûr de lui. L'hémorragie n'est pas située dans le ventre, contrairement au diagnostic d'Alain et Maria. C'est le poumon. C'est simple, on va ponctionner. Je suis bluffée, hein. Sans scanner, sans... sans IRM, sans rien, et de façon très précise. Vous auriez pu faire ce diagnostic? Toute seule? Non, jamais. Sans rien? Toute seule en bouche, là? Non. Vous l'auriez détecté avec toutes les machines. Oui, mais c'est de la triche. C'était que le diagnostic était le bon. Le diagnostic est bien posé. C'est ça, effectivement. Le flair médical africain. Je me sens vraiment comme une petite gamine, là. Je me sens minable. Je ne leur arrive pas à la cheville. Une belle leçon d'humilité. Avec très peu de moyens, ils arrivent à faire le diagnostic qui est le bon dans le temps imparti, qui permet de sauver la personne. Or, moi, avec tout ce que j'ai appris, ou alors, je suis une tocarde. Pas vraiment. Ces médecins, par expérience, ont acquis des techniques et des réflexes propres à leur environnement qui permettent de soigner les leurs. Ils ne représentent malheureusement pas la majorité. Il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne s'agit pas de dire que les médecins africains sont mauvais, non. Il s'agit de débusquer la mauvaise graine qui est en train de contaminer et de discréditer les meilleurs. Mais comment reconnaître les plus vertueux qui sont malheureusement de plus en plus noyés dans le lot de médecins véreux qui ont sapé la confiance que l'on accordait jusque-là aux médecins dans nos pays notamment? Comment en est-on arrivé là? Comment celui qui a juré de consacrer sa vie à sauver celle des autres, à soigner nos maux, est devenu un commerçant à qui on hésite à confier sa santé? Je vous dois la sincérité de dire que la formation du médecin aujourd'hui souffre de beaucoup de choses. La première, c'est l'absence d'infrastructures nécessaires pour l'acquisition réelle de compétences sans le stress. La deuxième, c'est pas suffisamment de pratique pendant la formation et du coup, les jeunes médecins qui sortent ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Ils doivent aller de stage de perfectionnement, c'est le mot dans la plupart des pays, en stage de perfectionnement pour commencer finalement quand leur véritable pratique de médecine. Aujourd'hui, dans la plupart de nos États, on a ce problème de formation. La formation laisse parfois à désirer parce que au moment de la formation, on voit très bien qu'il y a une sorte de prolifération de centres de formation sans avoir forcément les moyens adéquats pour pouvoir produire des compétences et des professionnels adéquats. Ça, c'est un fait. Il manque cruellement l'accès aux outils réels
de diagnostic, notamment les outils de laboratoire, d'imagerie, auxquels ils n'ont pas accès pendant leur formation. Des autorisations des écoles de formation, les écoles de formation. Comment sont autorisées ces écoles de formation? Est-ce qu'il y a des organismes de contrôle de ces écoles de formation? C'est vrai que dans nos nombreux pays subsahariens, notamment francophones, on a vu se multiplier des écoles de formation de médecins qui n'avaient pas toujours les compétences, mais surtout les installations, les plateaux techniques pour former de façon pratique les nombreux étudiants qui se bousculent à l'entrée. Les écoles où les conditions d'admission sont des plus fantaisistes, où l'étudiant, pendant toute sa formation, n'a pas de stage et n'ingurgite que des connaissances théoriques, sans pratique. C'est plus grave que vous ne l'imaginez. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et je parie que ce n'est peut-être qu'à la faculté de médecine de Douala. Vous avez beaucoup de médecins là qui sont dehors aujourd'hui, qui sont sortis, qui ne sont pas des médecins. Et l'absence surtout dans la plupart d'institutions, des laboratoires de simulation qui permettent l'acquisition de compétences avec le stress en moins, font qu'il y a quand même des problèmes dans la formation du médecin. Effectivement, quand on sort avec un déficit de formation d'une formation, il y a des étudiants, on voit dans des universités qui font tout leur cursus sans avoir vu un malade ou un appareil qui est censé être utile dans sa pratique. Parce qu'il n'y a pas assez de centres de formation pratique, parce qu'il n'y a pas assez des outils pédagogiques et à la fois techniques pour pouvoir accompagner ces formations. Donc du coup, ils sortent parfois avec une théorie un peu limite, mais ils ont quand même un certain fond théorique. Mais sur le plan de compétences réelles, effectivement, parfois, et même très souvent, il y a des déficits. Même ici en Occident, dans toutes les pratiques médico-techniques, on crée ce qu'on appelle des seuils de pratique. Ok? On sait que si un chirurgien qui pratique de la cancérologie digestive ne fait pas ou ne travaille pas dans une équipe qui fait plus de 30 colectomies, c'est-à-dire 30 opérations du gros intestin par an, il ne sera pas à mesure de prouver sa capacité à gérer des situations. N'oublions pas qu'en médecine, ce qui est simple, on le fait facilement, mais on travaille dans l'hypothèse d'avoir des situations compliquées. Quand vous êtes membre d'un jury de thèse, vous voyez un étudiant vous présenter son travail, vous demandez s'il a eu un encadreur. Et il va sortir médecin. Non seulement il a fait l'école buissonnière, et que même dans les stages à l'hôpital, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Il ne va jamais au cours magistraux à la faculté. Donc il ne connaît pas grand-chose, mais il va sortir diplômé. Et c'est lui qui va vous soigner. Absolument. Et la théorie elle-même, comme je disais, souffre quand même des manques criants d'outils réels qui doivent accompagner cette théorie. Je suis enseignant-professeur à la faculté de médecine de Douala. Est-ce que vous savez que le taux d'absentéisme des étudiants frise les 80%? C'est-à-dire que dans une promotion de 100 étudiants, quand vous avez 20 qui viennent à votre cours, vous êtes content. Et ça, c'est pour tous les cours, tous les enseignements, tous les enseignants. C'est comme ça là que ça se passe. Aucun médecin ne peut aujourd'hui pratiquer sa première appendicectomie sur un être vivant, qu'il la fasse sur un mannequin. Des erreurs sur le mannequin, ça n'a pas de conséquences. Mais lorsqu'ils sont formés et lorsqu'ils sont équipés en laboratoire de simulation, ils acquièrent des compétences théoriques, certes, pratiques également, avec le stress en moins. On a été tous formés. Mais quand on est formé, c'est comme l'auto-école. On vous apprend les principes de bonne conduite. Mais si derrière, vous ne conduisez pas assez, le nombre d'heures de conduite conditionne votre efficacité ou votre expertise dans tel ou tel autre domaine. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas. Beaucoup de praticiens formés en Afrique n'ont pas un nombre de patientèle suffisant pour pouvoir exercer et acquérir de l'expérience par rapport à la théorie qu'ils ont appris à l'école. Est-ce que vous savez qu'à la faculté de médecine de Douala, depuis des années, il y a une mafia de thèse? Au-delà de la formation qui, c'est clair, n'est pas de qualité, en tout cas pas à la hauteur, pour les raisons évoquées, le manque d'infrastructures, la multiplication des écoles de formation pas toujours équipées, pas toujours homologuées, le manque de laboratoires et bien d'autres éléments que nous avons énumérés,
Il y a aussi un autre phénomène. Certains non-médecins diplômés depuis des décennies ne sont jamais retournés à l'école pour update leurs connaissances. Ils sont encore pour beaucoup dans la vieille médecine aux doigts mouillés. Ils continuent de scruter vos yeux pour voir si vous êtes anémié, vos ongles pour déterminer si vous avez la jaunisse. Toute poussée de fièvre pour eux est un paludisme. Certains continuent même de pratiquer des chirurgies d'une autre époque, comme si le temps s'était arrêté depuis l'obtention de leur diplôme de médecine. Après 10 ans, on a oublié tout ce qu'on a étudié, devient pratiquement suranné avec la vitesse d'évolution et de formation à travers le monde. Et surtout de mettre en avant ce qu'on appelle les formations médicales continues. Elles sont essentielles, elles sont importantes, elles sont, à mon avis, le garant. Le médecin doit être à jour de ses connaissances. On ne vit pas qu'avec ce qu'on a appris à la formation initiale. On progresse tous les jours. Et on doit remettre en cause toutes les formations acquises au départ et surtout s'adapter à l'évolution de la science et de la technologie. La plupart ont été formés ici comme nous. Et aujourd'hui, ils ont du mal à pouvoir exercer convenablement avec du matériel dernier cri ou du matériel convenable pour soigner confortablement leurs patients. Je vous dis qu'en République démocratique du Congo, par exemple, avec l'ordre de médecins, on n'y est pas encore arrivé, je dois vous l'avouer, on insiste sur l'organisation par les facultés de médecine de la formation continue du médecin. Et nous, ici, en Europe, où on est installé et où on y travaille, tous les 2 à 3 ans, nous avons des cycles de formation continue qui nous permettent de repartir, revoir certaines bases, de choisir certaines disciplines où, par exemple, vous n'avez pas assez exercé. Comme je vous disais, si vous ne pratiquez pas assez, quelque part, vous perdez la main, comme on le dit. Donc, il faut, de temps en temps, qu'il y ait des cycles de mise à niveau qui permettent aux médecins de se rendre compte, parce qu'il suffit que vous soyez dans une zone rurale où vous avez moins d'exigences en termes de telle ou de demande, en termes de telle ou de telle pratique. Et avec le temps, n'ayant pas exercé, vous perdez la main. Mais ceci ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent. Tout simplement, il faut exercer. Et les formations de mise à niveau pourraient être une solution à ce problème-là. Quelqu'un qui opère une appendicite une fois par an n'est pas habilité à faire ces gestes, ne doit pas avoir l'habilité de le faire. On doit pouvoir mettre, par exemple, des critères d'exiger qu'il doit en faire au moins une 50aine pour continuer à le faire. Or, ce genre de choses n'existe pas. Il n'y a pas d'accréditation, il n'y a pas de critères pour mettre en place des évaluations de compétences continues afin d'accréditer les gens en fonction de leurs compétences. Dans le même temps, dans cette liste malheureusement trop importante de médecins incompétents, figurez-vous, on compte aussi certains qui ont été formés en Occident ou dans les grandes nations qui, revenus au pays, adoptent les mêmes pratiques affairistes. Ils sont au moins aussi corrompus que leurs confrères formés sur place, dont nous avons parlé jusque-là. Effectivement, la compétence parfois acquise ailleurs est parfois diluée, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, dans une sorte de médiocrité ambiante. Paradoxe frappant tout de même, lorsque l'on sait que de nombreux hôpitaux en Europe et aux États-Unis d'Amérique ne fonctionnent que grâce aux médecins africains qui y sont en nombre et qui s'illustrent par la qualité de leur travail dans un environnement très sélectif, très concurrentiel. Ils sont des milliers comme le docteur Prissy Kamchou, le docteur Roger Mogo, le docteur Mekontso et bien d'autres qui opèrent et sont courus par des grands centres hospitaliers. Des compétences qui sont très demandées. Et ils sont d'ailleurs encore nombreux aujourd'hui à être courtisés par des nations comme le Canada qui viennent les chercher même jusque sur le continent. Depuis plusieurs années, le professeur Adotevi s'attelle à développer un vaccin anti-cancer universel, l'UCP-Vax. Encore en essai, mais déjà déployé dans 15 centres en France, ce vaccin anti-cancer est un vaccin thérapeutique. C'est-à-dire que contrairement au vaccin préventif, il aide les patients à lutter contre un cancer déjà déclaré en stimulant leur système immunitaire. Après toute la chimio que j'ai fait, il y a 5 cellules qui étaient venues au poumon. J'ai fait des rayons. Il y en a 3 cellules qui ont été brûlées par les rayons. Et les 2 autres qui n'ont pas été brûlées, ils ont été sur le foie. Et c'est pour ça qu'on m'a fait le vaccin. Et ça, le vaccin, il les a détruit, ces cellules cancéreuses? Oui.
j'ai plus rien. Je suis en rémission depuis 3 ans. Encore normalement 2 ans de rémission. S'il n'y a rien au bout de 2 ans, c'est fini, je suis guéri. Ah, vous avez vos résultats sont là. Avant le vaccin, vous n'aviez aucune réponse contre le cancer, je dirais. Vous n'avez pas de défense immunitaire contre le cancer. Et depuis qu'on a commencé, vous êtes positif. Et là, jusqu'aujourd'hui, vous avez des cellules immunitaires contre le cancer qui sont chez vous. Je peux vous dire que merci. Mais merci à vous nous avoir fait confiance également. Des exemples patents, sans ambiguïté, qui montrent bien que la question n'est pas l'origine du médecin. Il est au moins aussi doué que les autres. Il n'a aucun complexe à avoir. Mais dans le même temps, comment expliquer qu'il soit si brillant en Occident et que certains, une fois arrivés en Afrique, versent dans la corruption et l'à peu près que quelques autres teignent de médecins locaux? Comment expliquer ce paradoxe qu'ils soient si peu consciencieux, si souvent discrédités, dévalorisés dans leur pays et si demandés et efficaces là-bas? À la vérité, si l'on peut faire autant de reproches à nos médecins, si l'on peut leur faire toutes ces critiques d'incompétence, d'être plus mus par l'argent, on doit avoir l'honnêteté de reconnaître la part de responsabilité plus criarde de nos dirigeants, du système vis-à-vis d'eux. Le mal est visiblement systémique. Notre société, son modèle organisationnel a justement fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a clochardisé les seules personnes qui sont censées s'occuper de notre santé, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je crois que le vice est dans le fruit. Et mon point de vue est simple, c'est qu'il faut refaire le logiciel. Aujourd'hui, pour être médecin, en France, en Europe, l'école allemandisée, il faut déjà faire 6 ans de tronc commun, 6e année, et à l'issue de 6e année, la médecine générale est devenue une spécialité. Vous avez 2 années pour devenir médecin général. Vous savez, je suis dans un hôpital public, il a 3 types de rémunération. La première, c'est le salaire que l'État congolais donne de manière régulière à ses médecins. Il n'est pas très élevé, il n'est pas réellement acceptable pour un médecin, mais à côté de ça, l'État congolais donne des primes, qu'on appelle les primes de risque. Et en 3e lieu, l'hôpital, qui génère des revenus, est censé donner un complément de paiement. Et je peux encore me plaindre, ou ils peuvent se plaindre du fait que le salaire et les primes que l'État paye ne sont pas à la hauteur, mais l'hôpital a la capacité de pouvoir générer de l'argent et le répartir correctement. C'est là-bas que les médecins ont péché. Au Sénégal, un médecin généraliste gagne normalement entre 158 000 francs CFA et 420 000 francs CFA net par mois au début de son contrat. Après 5 ans d'ancienneté, ce salaire oscille entre 244 000 francs CFA à 646 000, soit un peu moins de 1 000 euros par mois pour une semaine de 40 heures. Au Bénin, le salaire de base du médecin généraliste dans la fonction publique est d'environ 173 000 francs CFA, c'est-à-dire un peu plus de 250 euros par mois. Au Cameroun, un médecin généraliste en début de carrière gagne 248 000 francs CFA, c'est-à-dire 377 euros, alors que le loyer moyen au centre-ville ou dans la proche banlieue de Yaoundé varie entre 600 000 et 1,5 million de francs CFA. En gros, un médecin n'a même pas les moyens de se payer un loyer à proximité de son hôpital, après près d'une dizaine d'années d'études après le baccalauréat. Le médecin, les salaires de médecins ne sont pas encore réellement à la hauteur des services qu'ils rendent en Afrique. Moi, j'ai des collègues qui touchent 50 000 le mois. Ça veut dire qu'ils travaillent de lundi à vendredi. Ils font 2 gardes par semaine. À la fin du mois, on donne 50 000. Docteur en médecine, 7 ans. Le manque de conscience professionnelle qu'ils ont peut découler aussi du fait que peut-être ils sont dans un système qui ne les permet pas de pouvoir vivre aisément. C'est vrai lorsque l'on regarde les années d'études pour devenir médecin. Au-delà du travail de folie que cela implique, des années d'études, il faut reconnaître que le système a contribué à clochardiser le médecin africain, notamment francophone. Et surtout dans une société où, au-delà des énormes sacrifices consentis pour obtenir son diplôme, pèse sur lui le poids d'une immense famille qui estime qu'il a réussi et qu'il doit les porter, les instruire leurs enfants et les soigner. Le médecin est souvent la vitrine, le leader, le chef qui porte la famille. Avec un tel salaire, des revenus aussi maigres, totalement en inadéquation avec leur remarquable formation, on est en incohérence, en pleine contradiction avec leur utilité, leur rôle dans la société. À titre de comparaison, le médecin français a un salaire moyen entre 2 600 000 francs CFA et 6 millions, contre 250 000 francs CFA du médecin congolais de Brazzaville. Le médecin au Canada a un traitement qui varie entre 4 millions et 14 millions de francs CFA mensuels,
contre les 173 000 francs CFA du médecin béninois, pourtant à formation et compétences égales. Quelle disparité! Ce qui explique quand même pas mal de choses, notamment leur extraordinaire fuite vers l'étranger et leur manque d'empressement à revenir au pays une fois leurs études terminées. De nombreux hôpitaux en Europe, notamment en France, en Belgique, en Allemagne, mais aussi aux États-Unis d'Amérique, grouillent de médecins africains. Et ceci dans toutes les spécialités, même les plus pointues. Des chirurgiens cardiovasculaires, des neurologues, des gastro-entérologues, et j'en passe. Donc, je suis docteur Innocenti Dadamessi, je suis spécialiste en tubes digestifs dans les maladies inflammatoires intestinales et couramment appelées hépato-gastro-entérologie. Et dans notre spécialité, qui est une spécialité centrale en médecine, parce que le tube digestif va de la bouche jusqu'à la partie terminale. Notre spécialité, dans sa pratique de tous les jours, a surtout comme objectif de pouvoir dépister et prendre en charge les maladies cancéreuses du tube digestif. Je suis le professeur Mekantou Dessap Armand. Je suis chef du service de médecine intensive réanimation au CHU Henri Mondor à Créteil, qui fait partie de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Moi, je suis médecin et on a tout un forum de médecins camerounais voilà, où on peut échanger assez facilement. Le docteur Prissy Kamchouen, dans son cas, a poussé l'expérience plus loin, en créant en plein cœur du 14e arrondissement de Paris un centre de cardiologie, l'un des plus importants de France, qui regroupe au même endroit toutes les spécialités du cœur. Elle a réuni avec elle de nombreux médecins, dont des cardiologues africains. Et Cardiosphère ne désemplit pas. Depuis quelque temps, elle travaille à l'ouverture d'un autre centre également consacré au cœur, toujours dans la région parisienne. Dans le même temps, le docteur Prissy Kamchouen opère de façon plus pointue les cœurs dans un autre centre de la région parisienne. Rien que sur la région parisienne, on compte plus d'1 millier de médecins africains. C'est la fuite des cerveaux formés. Nos meilleurs professionnels de santé formés en Afrique ou ailleurs vendent leurs expertises sur le marché mondial de la santé à ceux qui reconnaissent et valorisent leurs compétences. Il n'est donc pas étonnant que les médecins ayant fait leurs études en Afrique francophone subsaharienne représentent le deuxième contingent de médecins étrangers exerçant en France, derrière ceux venus du Maghreb. On a même des cas où quasiment 80% des médecins d'un hôpital parisien sont des Africains. Et ils ne font pas pâle figure dans ces centres. Le docteur Mekonso, par exemple, est chef du service de médecine interne réanimation de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Il cumule cette fonction avec beaucoup d'autres titres prestigieux dans l'environnement de la santé à l'international. À l'hôpital Mondor de Créteil, ils ne sont guère des exceptions, ils sont respectés et courtisés. Ce qui parfois interroge sur la perte de confiance, sur les travers de certains qui, comme eux, ont suivi leurs études en Occident et même pratiqué dans ces hôpitaux et qui, une fois retournés au pays, versent quelquefois dans les mêmes travers, dans les mêmes pratiques antiprofessionnelles que leurs homologues, les brebis galeuses dont nous avons parlé jusque-là. C'est un environnement. Je vais donner un exemple simple. Vous prenez un Africain qui vient d'Afrique, vous le mettez à Singapour ou à Monaco dans la rue, il va manger une banane. Et il va garder l'épluchure de banane pour marcher 100 mètres afin de trouver une poubelle dans laquelle il va la mettre. Vous prenez le même Africain en Afrique, dans un environnement qui est le sien, il va manger sa banane, il va jeter l'épluchure de banane dans la rue, à l'endroit où il va faire pipi. Donc, c'est pour montrer que l'écosystème dans lequel il évolue conditionne la manière dont il va agir. Tous ces médecins, malgré leurs conditions de travail meilleures par rapport à leurs homologues africains, malgré leur salaire largement plus élevé, rêvent toujours d'Afrique. Beaucoup consacrent une bonne partie de leur temps libre à apporter gracieusement leur expertise dans les hôpitaux au sud du Sahara. On les voit sillonner les hôpitaux du continent qui, pour des opérations du cœur, de la tête, des yeux et bien d'autres spécialités. Tous ont l'Afrique chevillée au corps. Tous aimeraient soigner les leurs sur le continent. On a une diaspora médicale africaine qui est dense, qui est immense, qui est experte, qui est volontaire, qui est même prête à donner bénévolement de son temps. Et là encore, paradoxe, incompréhension, ces médecins qui sont de recours, qui offrent très souvent gratuitement leur aide aux patients africains, n'entretiennent pas toujours les rapports les plus cordiaux, les plus confraternels avec les médecins locaux. Ils planent comme un nuage de méfiance, comme une sorte de sourde concurrence entre
ceux de la diaspora qui proposent leurs services et les locaux. Et la nature humaine est un petit peu le complexe de supériorité chez les uns qui vivent dans des conditions où le beefsteak, c'est un problème résolu, les habits également. La simulation dont je parle, le modèle, l'encadrement, l'environnement de formation est le même. Face au médecin qui, lui, fait de l'apostolat et doit lutter tous les jours pour la survie. Ça donne des complexes, disons-le. Et vous ajoutez à cela le fondamental qui est l'éducation. La bataille entre les locaux et les gens de la diaspora est une bataille complètement insensée. Aujourd'hui, nous devons être à mesure de les amener à travailler ensemble et ça commence à venir. Parce que je ne pense quand même pas que tous les médecins formés à l'extérieur regardent de très haut tous ceux qui ne sont pas formés à l'extérieur, mais ça vous donne ces complexes. La nature humaine est ainsi faite. J'observe deux choses. La première, c'est les médecins qui ont presté en Occident, qui ont travaillé dans un certain nombre de conditions, ont difficile à venir travailler ici sur des plateaux techniques très pauvres parce qu'ils sont démunis. Et on a ici des médecins qui ont travaillé avec les moyens de bord et qui arrivent à faire quelque chose, qui ont le sentiment de la légitimité exclusive. Même si peu de médecins veulent le reconnaître, il existe une ombre réelle entre les médecins africains du Nord et ceux sur place. Une confiance à établir dans un environnement où le spécialiste du Sud est roi et règne en toute quiétude. À la vérité, se concentrer sur le médecin pour expliquer la déliquescence du système de soins de santé en Afrique, c'est vraiment réducteur, c'est chausser des œillères, parce que le mal est beaucoup plus profond. Et les responsabilités partagées, comme nous allons le voir dans la seconde partie de ce point de vue Mansa sur la santé en Afrique. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site de Mansa pour participer, pour donner votre avis dans le thermomètre Mansa Santé que vous est régulièrement proposé. Ce thermomètre que Mansa vous propose est le lieu où vous pouvez donner votre opinion, apporter votre réflexion pour repenser notre Afrique. Un espace de construction en somme. Parce que la seule critique ne peut constituer un projet.